Alors, on a une délégation. Et puis, M. Jean-Claude Havas, si vous voulez vous présenter en avant et nous faire votre présentation sur Boisé-Est. Toujours un plaisir de vous voir, M. Havas. Merci, ça fait plaisir à moi aussi de vous voir. Je connais plusieurs d'entre vous, pas tout le monde. Christophe, je connaissais il y a très longtemps. À l'école avec ma fille, je pense. Moi, je ne suis pas de Clarence Creek, je suis de Plantagenet, mais j'ai quand même des droits à Clarence Creek parce que j'ai une fille qui habite pas loin d'ici. Là. Alors, je suis très content et je vous remercie de m'avoir invité. Raison pour laquelle j'ai décidé de venir cette année vous parler de Boisé-Est, c'est qu'on fête cette année notre 20e anniversaire. Le 20e anniversaire, ça veut dire ça, c'est ceux qui se rappellent, il y a 20 ans, c'était la tempête de verglas. On a un petit rappel hier, mais je n'étais rien comparé à 1998. L'idée d'offrir des services en français aux propriétaires de boisés existait déjà, mais la tempête a accéléré les choses parce qu'il y avait un besoin urgent d'aide. Donc, et il y a eu de l'argent de la province. Ça aide toujours d'avoir de l'argent de la province. Donc, Boisé-Est a été créé à ce moment-là pour offrir des services. Et puis, après ça, il n'y avait plus d'argent, alors ça a baissé. Et puis, après ça, ça a remonté. Puis là, on est rendu maintenant qu'on a environ 220 membres actuellement, qui ont tous payé leur cotisation, ou presque. Parce que ceux qui n'ont pas payé vont avoir des problèmes avec moi. Ça, c'est une carte de nos membres. Là. Puis comme vous pouvez le voir, là, vous la voyez, moi pas, on a beaucoup de membres dans Alfred Plantagenet et Clarence-Cochran. Ben, quand je dis Clarence-Cochran, c'est la municipalité. C'est là qu'on en a le plus. On a sur les... Bon, je ne sais pas si le pourcentage, je ne l'ai pas calculé, là. Mais il y en a un peu partout. Il y en a à Ottawa, il y en a même à Montréal, à Vaudreuil, etc. Là. Mais la majorité, ils sont dans la région ici. Mais Roxbury-Est, il n'y a pas grand-chose. Parce que il n'y a pas grand monde dans l'Est. M. Kirby est occupé à tout non, ça fait plusieurs années. Pourtant, notre premier président était de Jutta Blondeau. Mais il n'a pas dû recruter beaucoup parce qu'on les a perdus, je ne sais pas. Donc, nos activités, on fait comme plusieurs le savent, on fait des ateliers pour aider les propriétaires de boisés à gérer leurs boisés de façon durable. On croit beaucoup à la durabilité. Alors, j'aurais dû dire d'avance, c'est qu'on fait des activités pour nos membres, mais aussi pour la communauté, parce qu'on pense que les forêts sont importantes pour la durabilité de la société. Puis pour ceux qui ne sauraient pas, mes cheveux, c'est ma vision des couverts forestiers de la région. Je ne peux pas les couper, là. Pas de coupe à blanc, là. Coupe à blanc, on regarde M. Boucher. On participe donc on a des activités avec les écoles. On a eu plusieurs dans les écoles de la région, de plusieurs régions. On est participant au programme Enfants Santé d'Alfred Plantagenet, qui comprend aussi Bourgette, comme vous le savez. On participe on a eu des activités de plantation d'arbres, et puis on aimerait que ça continue, même si, disons que depuis 2 ou 3 ans, je mets moi de plus en plus l'accent sur, pas seulement la plantation, mais l'engagement. Parce que le mois de mai, c'est toujours la frénésie des plantations, puis rendu le 30 mai, on a oublié. Les arbres, ils font ce qu'ils veulent, ils s'arrangent de leurs troubles. Pour moi, en particulier, et je pense que pour la plupart de nos membres, planter un arbre, ça ne suffit pas. Il faut s'assurer qu'il va se rendre à maturité. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Et puis, c'est aussi pour les enfants en particulier, je pense que c'est un message important. C'est quand on prend une décision, on la suit. Puis, on en assume la responsabilité. Alors, c'est au point de vue, éducation, ça nous paraît important. Autre activité dans la région, on est partenaire de la Maison Tucker, que vous connaissez. On a été assez actifs dans le développement du boisé de la Maison Tucker. Et puis là, j'espère pouvoir annoncer d'ici quelques semaines que la certification FSC de la Maison Tucker est acquise. Ça s'en vient. FSC, c'est Forest Stewardship Council. Comme vous avez pu voir sur vos enveloppes, là, ça dit toujours FSC. Ça veut dire ça que les fibres viennent de forêts aménagées pour la durabilité.
Et puis, la Maison Tucker va faire partie du programme. À part ça, je voudrais remercier les élus et le personnel de Clarence Cochran. Vous nous aidez en nous permettant d'utiliser vos salles de salles communautaires. C'est très apprécié parce que on fait tout ce qu'on fait, c'est tout du bénévolat. On n'a pas de personnel. Donc, on marche avec un budget de, je ne sais pas, 15 000 $, quelque chose comme ça. Alors, si vous faisiez la même chose ici, vous n'auriez pas besoin d'augmenter les taxes. C'est juste que ça prend beaucoup de bénévoles. Maintenant, moi, une chose qui me surprend un peu, c'est toujours, que ce soit ici ou dans les autres communautés, c'est qu'on ne met pas plus en valeur le patrimoine forestier. Vous avez des choses, la forêt Tucker, c'en est une, bien sûr, ça c'est privé, mais vous avez des boisés publics qui vous appartiennent, du moins je le pense. La dernière fois que j'en ai parlé à, je ne sais plus à qui, un de vous autres, il n'a pas l'air de le savoir. Ça veut dire qu'il n'y a pas, que vos boisés ne sont pas très reconnus. Moi, j'aimerais voir plus de reconnaissance pour ces boisés-là. Et puis, on serait intéressé à travailler avec vos comités consultatifs pour l'environnement ou pour le patrimoine. Patrimoine forestier, ça fait partie du patrimoine aussi. Et puis, pour l'environnement et le patrimoine, c'est surtout ces deux-là. Pour peut-être avoir une meilleure idée de ce qui existe dans Clarence-Cochran, au point de vue boisé, au point de vue parc, etc. Donc, votre patrimoine forestier. Et puis, si vous saviez ça, bien, on serait très content de voir ça. On organise tous les ans, depuis bien des années, mais seulement depuis l'année dernière qu'on est à Riceville, avec Expo Bois et Forêt, où on présente tout ce qui touche au bois et à la forêt. Et puis, si Clarence Cochran était là pour présenter ce qu'il y a de plus beau chez vous en matière de patrimoine forestier, ça serait une très bonne chose. On est aussi intéressé à travailler avec, à faire des suggestions pour vos bibliothèques, pour des livres ou des documents sur la forêt, pour informer. Et puis, disons qu'en dernier lieu, ça serait probablement à discuter avec vos sous-comités, mais on serait intéressé à participer à un projet citoyen pour le développement d'un boisé en particulier, ou d'un parc, d'un boisé, de préférence, un boisé quelque part. Avec, quand je dis un projet citoyen, c'est ce que j'imagine, ça serait quelque chose où la population locale participerait. Parce que vous avez des endroits qui actuellement servent à promener le chien, et à déposer ce que le chien dépose, et donc ces boisés-là ne sont pas mis en valeur. Alors, je ne sais pas si ça serait envisageable de mettre ces choses-là en valeur. On peut commencer avec quelque chose de très modeste. Puis je ne vous demande pas d'augmenter les taxes pour avoir un budget pour ça. Je suis bien content de savoir ça. Pardon? Je suis bien content de savoir ça. Vous allez être déçu. Non, je ne me fais pas d'illusions. Non, on parle de... Bon, j'aimerais vous discuter des détails avec les sous-comités, voir si c'est faisable. Et puis c'est tout. Je vous remercie de votre temps, mais à moins que vous ayez des questions. Il y a des questions? Monsieur Arnaud? Je sais que la Conservation de la Nation Sud était venue faire une présentation, je pense que c'était à l'automne, juste avant le budget. Puis une des choses qui avait ressorti de ce rapport-là, c'est que le couvert forestier dans Prescott Russell diminue drastiquement à chaque année. Si je me souviens bien des données, là, un couvert forestier adéquat tourne autour de 40 %. Puis nous, en tant que comté, on est comme en bas du 30 %. Je pense qu'on est autour de 26, 27. Nous, on est un petit peu mieux à 23, 22. Pardon? 24, 23, 22. Ah oui, en tant que ça? Oui, parce que ça dépend si on regarde l'année passée ou cette année. Ouais. Ça descend vite. Oui. Ben, je sais qu'il y a certaines communautés qui, comme M. le maire a mentionné tantôt, à l'est et au sud, qui ont beaucoup plus de difficultés à avoir des couverts. Sud d'Ontario, il y a des places qui sont rendues à 2 % je pense. Ah, ben, Toronto est pas mal bas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font un gros effort pour essayer d'en
reboiser. Il faut dire aussi, la Nation Sud a un des beaux projets qui vont venir planter des arbres, vous garantir pendant 5 ans. Justement, ils viennent chez nous le 20, vendredi, le 20 avril, pour replanter ce qui est mort l'année passée. Et puis les scouts s'en viennent planter des arbres de 2-3 pieds chez nous. Je pense que ces groupes-là sont prioritaires à essayer d'encourager. Je sais que là, on a demandé, je pense que c'est toi, Mario, avec Carl, qui avait demandé d'avoir une genre de réforme ou du comité d'environnement. Donc, c'est ça. Donc, je pense que ça pourrait être incorporé là-dedans avec Boisé-Est et d'autres groupes qui seraient intéressés. Si je peux commenter ça, le rapport de la Nation Sud nous dit donne des chiffres, là, on a baissé entre 2008 et 2014. C'est 2014 les derniers chiffres. Alors, moi j'ai extrapolé la perte de 2008 à 2014 et ça me dit qu'en 2040 il ne restera pas un arbre. C'est ça que ça veut dire. Au train qu'on s'en va là. C'est ça que ça veut dire. La tendance, c'est ça. Donc, c'est comme ça, plutôt. Oui, c'est pour ça qu'on a pris le comté était le seul qui pouvait mettre des règlements sur les coupes à blanc. Ça a été passé à notre municipalité, 3 autres, je crois. Les autres ont dit non. Alors, même Alfred Plantagenet a dit non. Le problème, c'est que l'agriculture, c'est sacré. On a tous besoin de nourriture. Les terrains à bâtir, c'est sacré. On a tous besoin de maisons. La seule chose qui ne soit pas sacrée, c'est ce qu'il y a entre les deux. Autrement dit, notre environnement. Alors, les arbres, ils sont là, on les tolère, jusqu'à ce qu'on ait quelque chose d'utile à faire avec le terrain. Donc, c'est une question d'utilisation du territoire, finalement. Alors, moi, je me dis, puis ça va être ma conclusion, je me dis que j'ai besoin de nourriture, j'ai besoin d'une maison, mais en même temps, si je n'ai pas de l'eau potable, de l'air respirable, au bout de très peu de temps, on n'aura plus besoin ni de nourriture, ni de maison. Suzanne? Merci. Question? C'est tout. Merci, M. Havard. Merci. OK. We kept the star for next. Ils peuvent rentrer pour dire, ils peuvent rentrer sur une place qui a des forêts. Zinger. Zinger. Testing. If I yell into this, does the person in the truck go crazy? Manage your forest. I should totally do. Testing. Oui, t'as rien qu'à demander à Salt Nation d'aller planter. Oui, ben on n'a rien qu'à demander. Venez vendredi, la fille va être là, Cheyenne, qui est la fille en charge de chez nous. Oh, very good. So moved. All in favor? Even Mr. Keogh's great. That's not a surprise. That's not a surprise. Go for it, Mr. Wilson. Okay, thank you, Mr. Mayor. I'm honored to have a couple minutes of your time tonight. I was asked to make a presentation on smoke alarms and carbon monoxide alarms to city staff at the CEO's lunch a couple weeks ago, and I think it was fairly well received. It's timely for us, given a recent fire death in our municipality, to try and stress the importance and make sure that everyone understands what the requirements are for smoke and carbon monoxide alarms in their home. And so we became aware that there were a number of our own city staff that were not aware of the requirements. So that's sort of what drove this presentation. And hopefully by continuing to spread that message and answer questions as they come up, yourselves as elected officials and certainly the voice of our municipality can help spread that knowledge. And by all means, we're always happy to answer questions. If people want to call us and ask for clarification, we're happy. Especially since we had a death and a fire not long ago, I think it's important to bring back. You said sorry. I guess I wasn't listening. It's always important to reinforce that it's important, so I appreciate Mr. Mayor backing me up on that and driving the point. So that's great. Thank you, Mr. Mayor. Remind us at the end of your presentation, just to make sure. So as you're probably aware, under provincial law in Ontario, you have to have smoke alarms on every level of your home and outside all sleeping areas. The challenge that we face in our municipality today is that many of us bought homes prior to that law coming into place.
you're not grandfathered in because you have an older home. So this is one of the few laws that says you still have to comply today. The home that I'm currently renting did not have smoke alarms in the basement when I moved in. And it's the owner's responsibility to make sure smoke alarms are there. So at the end of the day, you have to have a smoke alarm on every level of your home. If you have sleeping areas in different wings or areas of your home, you have to have smoke alarms outside each of those sleeping areas. So it's potential that you have more than one smoke alarm on a level of your home. What's the year this went, it's not in the presentation, I didn't see it. Sorry? The year where this became mandatory on every level. Do you know? Just so we know which houses are more than likely affected. Oh, I think it was before that. Smoke alarms on every level, I think it was before, Yeah. yeah, that was before CO. That's going back a while. Okay. I'm gonna say early 2000s, but Okay. I'd have to get you that exact date. I think that's right. Anyone who builds now, don't they need one in each bedroom? Am I- Correct. Okay, Yeah. thank you. Under building code. So we're gonna talk a little bit about that. So that's where that comes from. This is a picture. I'm a firefighter. Sometimes I need pictures. It's easier than words. So again, as you can see on this picture, there's a smoke alarm, which is this little black box on each level of the home. And this one's compliant because the smoke alarm on the second floor is adjacent to the sleeping rooms. So that's good. If you had sleeping rooms on the first floor somewhere far away, you'd have to have multiple smoke alarms. So it's important that everyone understand that that's a requirement. You can't tamper with them, so they have to be put in. It's the owner's requirement to put them in. Anyone who disables a smoke alarm, you can't disable them, you can't take the batteries out, they need to be replaced like anything that ages over time. The sensors in those smoke alarms degrade over time. It's important that people understand you have to replace them. This is some of the cheapest insurance you'll have in your life in your home. The reality is the way we build houses today, and I'm in the process of building a new house, you have roughly 3 minutes to get out of that house if you have a house fire. And there's not a fire department on this planet that can be at your house in 3 minutes. It's just not possible. So the reality is you have to look after your family, you have to look after your loved ones, and you have to make sure that you can get them out in time. And the only way you can do that is if you know that the fire is there, which means you need to know soon. So it's important. You can't, and I mentioned this on the last slide, you can't, what we're finding in some houses is people are getting to the point where their old hardwired smoke alarm that's now 10, 11 years old starts chirping at them and saying it's time to replace me. And when you go to the hardware store, your favorite hardware store, it's less expensive to buy a battery-operated smoke alarm. So people are buying a battery-operated smoke alarm to replace a hardwired smoke alarm. That's a reduced level of protection. The risk is that the battery dies in the smoke alarm and you have no protection. So it is against the law in Ontario to reduce the level of protection of any smoke alarm in your home. And that's sort of the picture that I have on here is the hardwired smoke alarm on the left being replaced with a battery-operated smoke alarm on the right. That's against the law in Ontario. In terms of carbon monoxide alarms, I mean, it was a month ago tomorrow. A month ago tomorrow, a young child, an infant, passed away in Barrie, Ontario because there were no functioning carbon monoxide alarms in the home. A few years ago, provincial law was modified to require you to have a carbon monoxide alarm in your home if you have basically anything that burns. So if you have a natural gas furnace, if you have a gas fireplace, if you have a wood stove, if you have a pellet stove, if you smoke a lot of dope, I mean, whatever it is, if you're burning something in your home, you're required to have a CO alarm in your home, okay? And if you don't have any of those things, if you're all electric but have an attached garage, we know that cars can produce carbon monoxide, therefore you have to have a CO alarm in your home. The requirement by law in Ontario today, the minimum requirement by law is that you have one carbon monoxide alarm, at least one in your home, adjacent to or outside of your sleeping areas. So that's wherever your sleeping areas are. Again, if you've got sleeping areas in different areas of your home, you're required to have multiple CO alarms outside of the sleeping areas of your home. Just to come back to the fireplace, for example, if it is natural gas fireplace, you require that? Yes. After reading this yesterday, that's all we had working. And I was wondering if I had the monoxide. Don't the new ones come with it already built in?
Yeah, typically, if you buy a new house, you should have a carbon monoxide alarm in your home. Again, it's been a code requirement for a number of years, so you should have one in a new home today. The reality is, like anything, they age, and if you don't take care of it, it may not function when you need it. And the problem with carbon monoxide is we can't smell it, we can't taste it, we can't see it. And the biggest risk is it makes you drowsy. Well, I'm drowsy right now, so the end risk is I go home and I fall asleep and I don't think anything about it and I don't wake up in the morning. And so it's critically important that our residents, particularly our residents, but really everyone, understand the importance of having a carbon. If there's a potential source of carbon monoxide in your home, you need to have some way of knowing about it so that you can actually do something about it. Just a quick question for the CO. Some of them come plugged into walls. Some are the ones that are actually battery operated. Just a quick question, does it matter? Not under law. So under provincial law, it doesn't matter what style. I've got a slide on that coming up What about the Wilson law? next. Is that- Okay, so the Brian Wilson preference is you always want to have redundancy in your system. So I would always suggest that you have a hardwired carbon monoxide alarm that also has battery backup. So right now, there's no power at my house. Been without power for a couple days. All of my hardwired smoke alarms are not getting any power from the electrical grid. If there's no battery backup, I'd have no protection in my home. Okay. So by having both, I'm protected. Does that make sense? So again, the graphic here shows the minimum requirement. Anyone on council? Here you go, council. This is your test to see if you're still awake because we're pushing late into the evening. Is carbon monoxide lighter than air or heavier than air? Or is it close to the same specific I failed gravity? science, so I'm going to have to put chance for that question. Lighter. Heavier. So the reality is it's very, very close to the same specific gravity or vapor density as air. So because it's got a similar vapor density to air, if you walk through this room, you're going to stir it up and it's going to mix with air. So when we first came out with carbon monoxide alarms, there was discussion about where those should be placed. Should they be high? Should they be low? Because it's so close to normal air, the suggestion is you just need to have one. Because most of us have a forced air furnace, it's going to move the air around in our home anyway. As a result, it's going to be mixed in with the air. So as long as you've got one in your home, you'll have some level of protection. The best answer would be to have a CO alarm on every level of your home, which is what I have. So every level of my home has a carbon monoxide alarm on it, because that way it doesn't matter where you are in the home. If there's carbon monoxide there, you're going to hear it and you'll be able to do something about it. You have combo units too, right? You do have combo units. And I think the point that I made to city staff is each one of us, most of us drive a car. We all pay for insurance on that car. We all probably complain that that insurance is too expensive. A combination smoke alarm costs $50. 59. So $59, $60 for a combination carbon monoxide and smoke alarm. They're good for 10 years. That means the cost for that combination alarm is $6 a year. For $6 a year, you can protect your family and your loved ones. That is some of the cheapest insurance out there that will ever exist on this planet. $6 a year for a combination alarm that'll look after your family and your loved ones. So it is shocking to me when you look at statistically in Clarence-Rockland, 50% of our homes are non-compliant with provincial law today. 50%. We've got roughly 10,000 homes in our municipality. That means 5,000 of these residences do not meet these requirements. And there's people at risk in our municipality today for $6 a year. So it's on us, and we're going to talk about it. But these are the CO alarms that you were talking about, Councillor. So there are options. You can get a plug-in version, you can get the battery or a hardwired carbon monoxide alarm, and you can get a combination hardwired with battery backup. That's what I have installed in my place. When you do your home visits, is the problem more, do you see a problem more with old units not being replaced or non-functional, or just plain old missing detectors? Both. Both, really? So the problem that we find today is people bought their homes 15 years ago. So show of hands from council, and I did this with city staff, so don't be shy. How many of you expect you'll have a fire in your home? That's the problem. So the problem is I can stand in any room in front of any group of people and ask people to put up their hands if they think they're going to have a fire that's going to require the fire department to come to their home. And no one put up their hands. We were in front of a room of 100 people-ish,
Not a single person put up their hands to say that they thought they'd have a fire. Well, statistically, I can tell you the average person, every one of us in here, will have 5 fires in your home in your lifetime. Most of them are small. They're not reportable, right? So I was cooking something on the stove and it caught fire and I put the lid on it and I dealt with it and I never called the fire department. 1 in 4 of us, you've got 7 members of council here tonight. There is a good chance the 2 of you at some point in your life will have a fire that will require a response from the fire department. That's just statistics. There's only one left. I've had to do that myself. So. And I don't cook, so. But the reality is that 1 in 4 people will end up calling a fire department for a fire in their home that's too big for them to handle. 1 in 4. Yet when I stand in front of a room of 100 people, not a single person raises their hand. And because of that, that's why people don't put the priority in replacing their smoke alarms or their carbon monoxide alarms, because we all believe it's not going to happen to us. It's the simplest mistake out there. I know of people in the firefighting profession, firefighters that have had fires in their home. I know of fire stations that have had fires. Accidents happen. Accidents happen all the time. We do our best to try and prevent them. The biggest thing you can do to look after your own families and your own loved ones is to make sure that you have a way to alert them so that they can get out and that they don't become a victim to a fire or a CO-related incident. And it's cheap. I mean, $6 a year for a combination smoke and carbon monoxide alarm is incredibly cheap. That's a couple cups of coffee a year to protect your family. That's incredibly cheap. Oh, now I've got a warning message here. Rob, can you make yourself useful? I'll be giving you, Mr. Wilson. I know, it's a bit of a stretch. Mr. Wilson, I'm going to be giving you a warning sign too soon. All good, we're almost done, Mr. Mayor. So we talked about this. It's the same with smoke alarms. Owners have to install them. They have to be maintained. They have to be replaced. No one can disable or tamper with them. Under the provincial law today, fire inspectors can issue tickets for this. So any chief officer in the fire department can show up today and write you a ticket. If you don't have a smoke alarm on where they're required, that's a ticketable offense, just like a speeding ticket. You can receive a ticket from the fire department today. If you take the battery out of your smoke alarm because you've got a loved one or maybe yourselves that cook and often test your smoke alarm by creating actual smoke, and you take the battery out because it's annoying you, that's a ticketable offense. So we can write tickets for those things today, and the reason that those are ticketable offenses is to try and drive the importance because so many people aren't doing it. So there's a number of infractions that we can deal with, including basically anything to do with tampering, removing, not installing, failure to maintain, not notifying your landlord. So if you're a tenant and you don't tell the landlord that my smoke alarm's not working, that's a ticketable offense. It's all there. Those tickets range anywhere from $235 to $360 on the spot per infraction. So if you're missing multiple smoke alarms or you've got old smoke alarms in your home, you can get a ticket for each one. That's a significant hit to the pocketbook, far more expensive than the $6 a year it'll cost you to get a new one. The biggest risk is, I guess, as an enforcement person, if we don't have a set ticket for that, we can give you a summons, a Part 3 summons. And under the Fire Protection and Prevention Act, that's punishable by a fine of up to $50,000 and a year in jail. That's a pretty hefty cost for most of us as compared to putting a working smoke alarm in your home. When you do your home-to-home visits again, do you actually find people, or you focus more on the education part? Because I know your department also provides to the homeowner, you have your own devices that you can sell to the residents. So I'm guessing you do a little bit of both, enforcement, and if you see if something that's major that... Our goal is to gain compliance through education. I think, it's these sessions here. If I can come and tell you the importance of this, and it's really not that expensive, I think most people want to comply. I think most people want to have their homes be safe. And at the end of the day, that's our goal. So when we go and do our home smoke alarm program, I have a slide on that, it's the next slide, but we talk about the fact that we want to encourage compliance through education, tell you why it's important, tell you how you can comply, and help you get there. We do carry some smoke and CO alarms that the city purchases and sells to residents at cost, so it's just a cost recovery program to help people comply. And ultimately, enforcement's our last option. If we can't gain compliance or someone refuses to let us into the property and we end up there for something and then find out that you're non-compliant, you're going to face a fine. You're going to get a ticket or a summons. Because at the end of the day, my concern is that we don't have any more fire deaths in our municipality and that we make sure we're as safe as we can be. We'll never get rid of fire.
We continue to deal with it every day. We burn, we burn candles, we have fireplaces, we do all those things. Accidents will happen. We just need to make sure that our people are safe. And that's really what you've got me here for. That's why you hire a fire chief, is to look after those residents and make sure people are as safe as they possibly can be. And so that's our goal. So this is we talked about this plan, and if we've got 10,000 homes in our municipality, to get to them every 10 years so that we can catch them when their smoke alarms are expiring, that means we need to do 1,000 homes a year. Council's passed that as part of our fire prevention policy. That's why it's important that council continue to make that investment, understanding there is a cost to that, for us to go door to door to 1,000 homes a year and walk through each person's house and make sure that they have functioning alarms with them. Costs money, but at the end of the day, we're here to make sure that people are safe and that we can continue to enjoy a safe and wonderful place to live and play and grow. And these are simple things to help make sure we get there. As always, if anyone has complaints or request inspections, they can call the fire department. We're obligated by law to follow up on those. So if anyone's aware, if your kids go to a play date at a friend's place and they may not be compliant, they can call the fire department. We're more than happy to follow up on that and make sure that they are compliant. Question? Thank you, Mr. Wilson. Perfect. You did a good job. Pétition aucune, avis de motion, période de questions infinie. Madame Collier. Madame Collier. I just want to make one very quick comment. Thank you, Chief Wilson. This information we shared with staff. We asked staff to be our ambassadors. Most of our staff are city residents. I asked the same of you to share with your neighbors, to get acquainted with this information. It's very, very important, because it's very sad that in 2018 that we lost a ratepayer because they did not have a working smoke alarm. And thank you, Mr. Wilson, for making the presentation tonight, given that you started work at 2 yesterday morning. I appreciate it. He's still good. If you ask him for a speech, he'll go on. Thank you, Mr. The Wilson. show must go on. Okay. Période de questions, mais c'est fini. Rapport au comté unis, il va y avoir des ambulances, encore un peu de brouillard qui se passe là. Tournoi de golf du président le 15 juin, qui va être à Castleview. Départ, ça va commencer à 8h30 pour le déjeuner, 10h pour le départ. Les rapports. 9.1, service de consultation, frais de développement. Le comité plénière recommande que le Conseil approuve un contrat avec Consulting Limited pour un montant de 59 950 de taxes pour l'élaboration de nouveaux règlements pour les redevances d'aménagement et des politiques pour 2020. Secondé par M. Berlinguet. Question? Oui. My understanding was when we discussed this that I think we had asked for some comparables to what other cities are doing. So I thought that all we meant by that is we wanted someone to make some phone calls and maybe put a little chart together to see what other cities are charging for development charges. But this is only to make a study. But again, We need to make a study by law. We need to make a study by law? Yes. Every 5 years, the municipality, if you have development charges, you are required under the Development Charge Act to complete a study. The previous study was approved December 2015. It takes an entire year to complete the process because there's a lot of public meetings that are required, and then there's public notice periods. When you spread all that out, along with the actual work that takes place, the process to complete the study is a year. So that's why we're here now. And the consultants that are being recommended, there's two companies in Ontario that they're pretty well split the business between all the municipalities in Ontario, and you need their expertise. Interpreting the regulations from the Development Charge Act is a full-time job. So this money is to hire Hemson to complete the study. If I remember right, they're the ones that did the last one? Yes, they are. Okay. Autre question, monsieur le... Oui, monsieur le maire. Je me demandais, c'est dû seulement pour 2020. Oui. On est en 2018, ça prend au-dessus d'un an à faire l'étude. Oui. On arrive en 2019. Parce que la dernière fois, c'était décembre 2015. Ça fait 3 ans. On peut attendre un an. Ben, On va attendre après le nouveau conseil. Ça va être en 2018, le nouveau conseil. Parce que moi, je trouve qu'actuellement, il y a tellement de projets en marche
l'année passée, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas été capables de compléter. Mais là, c'est l'étude par une firme. S'ils sont approchés, comme au mois de décembre prochain, ou en janvier prochain, il y a encore du temps, en 2 ans. Puis si on ne fait pas, on a trouvé 60 000 pour les garderies. Ça vient d'une autre place, peut-être, je ne sais pas. Oui, mais encore là. Commencer plus tôt parce que je veux prendre plus de temps avec toutes les developers in the community. Parce que la dernière fois, c'est vite et c'est difficile à comprendre toutes les choses dans l'étude. Et c'est très important pour prendre le temps avec les personnes. On va continuer en français d'abord parce que tu vas bien. C'est que actuellement, là, ça ne peut pas prendre un an pour 59 000 une firme de consultant. Pour 59 000, il va faire ça dans 3 mois. La ville prépare beaucoup d'informations pour le consultant. Au mois de juin, le rapport sur croissance, le Conseil approuvé. Cet rapport, c'est très important pour le consultant à comprendre où la croissance a dans la ville. Tous les projets deviennent des études de transportation. Et toute cette information est prête. Les consultants à comprendre, c'est prendre un an pour faire les calculs et le prix est correct parce que ils ne travaillent pas chaque jour sur le projet parce que c'est prendre le temps. C'est 20 jours à attendre, après ça un autre 20 jours pour donner l'avis au public. Mais comme tu t'es mentionné, vu qu'on commence à être serré, moi j'ai entendu au mois de novembre, décembre ou janvier prochain. On a encore 2 ans après. Mr. Mayor, if I could, it's a capital budget item. Yeah. So the project will be there, like the CEO mentioned. We want to get them on board as soon as possible. They're not going to be working, they're going to have preliminary meetings. They're going to be meeting with us to see what material we have, what material we don't have. A lot of it we don't have. So there are going to be periods where they're not working. We won't be paying them. But the majority of the work will happen in 2019, but some of it will happen in 2018. Otherwise, we're going to get behind in the project. And we want to make sure the project, the study last time was done well, but I think it can be done better, and we want to make sure it's done better. Better means better estimates, better advice, etc. If the project is finished in, let's say, the end of 2019, would we still be required, let's say, to make another study in 2024 or 2025? Since we're... No. You know what I mean? Mm-hmm. The 5 years is a sunset. You cannot go past 5 years. Okay. But since this last one was done in 2015, December 2015? It was December. Can't we go till 2020, December No, 2016? February 2015. 214. C'est la première chose qu'on a faite tout à fait. You were elected. No, 2014. See, Monsieur Lalonde said 215, that's why I was... I thought you had said I 215. did. No. It was February 2015. 2015, It was just February. after you were elected. Okay, so really, we have to be done by 2020, February 2020. This allows So, room. yeah. Parce que if the developers challenge the study, that It takes could take time. longer. So that's why we're not taking a chance, we're asking to be done now, so that the whole process can start, because we have to be finished by the end of next year The pretty much. development community wants C'est this. un budget de capital, ça ne change rien pour la taxe No, pénale. but we're not gonna start, it'll go till 2020 before. You can, Yep. yep, you can get all the J'espère work qu'ils ne done. in reviennent this- pas et demander de l'argent d'extra. Non, ils n'ont pas demandé la dernière Ah. fois. La dernière fois, ils ont donné un prix, puis ça a été tout. Parce que ça donne la flexibilité aussi si jamais l'étude nous donne des données qui sont un peu différentes de ce qu'on pense, qui est la réalité, qu'on peut l'activer plus rapidement
pour la communauté comme telle. Ce serait important qu'on le donne tout de suite pour que ça commence, Absolument. en cas qu'il y ait Oui. des choses qui nous retardent. Absolument. Alors, tout le monde en faveur? Merci. Projet d'aménagement du parc naturel de la Vigne, liste de travaux. M. Levert, une petite courte. Il n'est pas là. Il est pas là. Tu sais ce que je fais? Que le Que le comité plénière recommande. recommande au conseil municipal d'autoriser les services communautaires de procéder avec le projet de développement du parc naturel de la ville selon la liste des travaux présentés dans le rapport LOI 2018-04-06 tel que recommandé. Secondé. Madame Simard. M. Levert n'est pas encore avec nous autres. Ah oui, je t'en ici. Il est encore sur l'autre motion. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Site d'enfouissement de Clarence Rockland, près d'usagers. Madame Simard? Que le comité plénière recommande que le Conseil adopte le nouveau règlement proposé régissant le site d'enfouissement des déchets de Clarence Rockland qui modifie le règlement 1998-57 afin d'abroger les sections 8 et 9 et abroge le règlement 2004-85. Que le comité plénière recommande aussi que le Conseil adopte les nouveaux frais d'usager proposés. Que le comité plénier recommande que le nouveau règlement proposé et les nouveaux frais usagers proposés soient effectifs à compter du 1er juillet 2018. Secondé, M. Lalonde. Question, M. Lalonde. Pas une question, c'est juste un commentaire. Finalement, je suis content de voir qu'on va de l'avant avec ça. La seule chose, M. Wilson, quand on a toujours des changements comme ça, où on va charger beaucoup plus cher pour les garbage, ces choses-là, il faut faire attention qu'il va probablement avoir des gens qui vont essayer de les domper ailleurs, dans des bouts de chemin qu'on ne visite pas souvent. Fait qu'on va falloir être alerte pour les premiers mois là, pour faire certain que les gens ne font pas des choses qu'ils ne vont pas se poser. Pas de commentaire? La page 55, M. le maire. En haut de la page, le proposed fee charges and surcharge. Current rate, c'est-tu le prix qu'il paye actuellement ou le prix proposé? Non, c'est qu'est-ce qu'on paye actuellement, right? Bien ça. Current rate means what we're currently paying. It's not what you're proposing. Je ne sais pas exactement où vous êtes, parce qu'on a proposé des prix, des changements, mais on a aussi le prix existant. Est-ce que vous parlez dans le bylaw ou est-ce que vous parlez dans le rapport? Il y a des surcharges, puis il y a les fees. Ouais, mais les Current fees, rate, c'est qu'est-ce qu'on charge comme c'est là, parce que Ouais. c'est minimum charge, C'est ça. à côté dans ce chèque-là. Donc, vous parlez dans le bylaw, juste une minute. mais on l'augmente à quoi? Donc, nous, ce qu'on augmente, dans le fond, c'est 90 de la tonne. Par contre, ça, c'est pour les déchets qui sont résidentiels. Bon, mais c'est le current rate, ça. C'est ce qu'on propose, parce que c'est un nouveau bylaw. C'est ça ma question, c'est Ouais. current Oui, rate. excuse-moi, c'est ce qu'on propose, justement. OK, ça devrait être proposé au lieu de current. Si vous approuvez le bylaw, ça va devenir le current rate qui va être mis en vigueur, parce que ça, Ok. c'est ce qui est proposé. On n'a pas les anciens coûts à côté, par exemple. Les anciens coûts sont dedans un attachement, juste une seconde, c'est dedans le User Fee and Manfield Site, qui est le bylaw existant. Puis dedans, lui, c'est c'est par volume. Donc, mètre cubique, ça se convertit pas vraiment facilement et vraiment bien en tonnage. On a fait un calcul qui est très, très, très approximatif, mais ça serait autour du 34 tonnes, à 34 de la tonne à 40 de la tonne. Mais encore là, ça ne s'applique pas très facilement parce que on part d'un volume, puis après ça, on applique la masse volumique, donc le poids. Puis ça dépend comme si, exemple, tu as un pick-up qui est à moitié plein ou qui a des objets qui ne sont pas lourds, versus un pick-up qui serait plein avec des objets lourds. Donc, la conversion, ne se fait pas très facilement. Mais pour vous donner l'idée, ça serait autour de 34 de la tonne à 40 de la tonne. Donc là, on monte à 90. À 90, justement. On est-tu un des plus chers ou c'est un des moins chers? Dans le rapport, non, on n'est pas du tout un des plus chers. Dans le rapport, on a fait des comparatifs. Il ne faudrait pas être trop moins.
faudrait pas être dans le moins cher, parce que... Ben, justement, M. le maire, dans ce cas ici, c'est une des rares fois que tu peux pas être Oui. compétitif, si tu veux, là, ou dans le moins cher, parce que tu veux encourager les gens. On veut garder notre dépotoir. Justement, la durée de vie de notre dépotoir, puis tout ça. Donc, on se retrouve quand même très raisonnable à comparer des autres municipalités qui ont des dépotoirs les services que nous on offre, puis la grandeur. OK. Encore là, je me demande, c'est quoi le prix actuel de la 34. tonne? 34 la tonne. 34, puis on monte à 90. Oui. On veut pas avoir des bons prix. Là. Non. Puis, Il n'est pas de avoir non. Puis 90 la tonne, c'est à peu près le chiffre qu'on s'était fixé pour nos déchets commerciaux dans les bins, puis tout ça, pour les calculs qu'on avait faits. C'est là où on veut être. Fait que ça drive avec ça. OK. Merci. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Service d'ingénierie pour la station de traitement des eaux usées. M. Berlinguette? Attendu. Je ne veux pas fatiguer Un M. montant Lemaire. un montant de 12,5 millions de dollars pour les améliorations nécessaires à l'usine de traitement des eaux usées de la cité a été approuvé au budget des mobilisations en 2018. Attendu que la firme d'ingénierie Harvey Anderson a été retenue en 2015 pour fournir des services, études et conceptions pour les modifications et agrandissements de l'usine de traitement des eaux usées d'une somme de 525 000 que le comité plénière recommande que le Conseil accepte de modifier la limite actuelle du contrat de Harvey Anderson de 525 000 à 898 000 pour les services d'études et conception, inspection, direction du contrat de construction et la mise en service pour tous les travaux associés du projet et d'agrandissement de l'usine de traitement d'eau usée et que le comité plénier recommande que le Conseil accepte que Ontario Clean Water Agency soit retenu pour fournir les services de gestion de projet et révision des plans de conception technique jusqu'à une limite de 150 000 et que le comité plénier recommande que le Conseil adopte un règlement pour autoriser le maire et la greffière à signer le contrat nécessaire. Secondé. M. Lalonde-André. Ça me semble que c'est cher, 1 million, mais on n'a rien qu'engagé l'ingénieur, puis à quoi? Monsieur le maire, juste comme ça paraît quand même assez cher. Par contre, quand tu prends en considération la valeur du contrat et du projet de 12,5 millions, les frais d'ingénierie représentent 13 du coût total. Puis en général, on regarde autour de 15 à 18 pour les services d'ingénierie. Donc, on a quand même un prix raisonnable. Question, André? M. Léonard, je vous ai envoyé un courriel au début de la semaine, dans la fin de la semaine dernière, concernant les options potentielles avec le centre. Est-ce que vous allez regarder à potentiellement incorporer ces choses-là dans le développement du projet ou dans une autre phase, quelque chose comme ça? Je sais que c'est pas une réponse oui et non, là, mais parce que je vois un potentiel là, moi, puis je voudrais qu'on l'explore. Je ne sais pas si est-ce qu'on a besoin d'expliquer c'est quoi les choses. Ben, tu peux être plus aisé à le faire que moi, fait que je vais te laisser le faire. Ben, dans le fond, juste pour mettre les conseillers au courant, j'ai reçu un courriel qui demandait de vérifier, voir si on pouvait prendre en considération les champs septiques, le pompage des champs septiques et de les traiter dans notre usine. Donc, pour répondre à ça, ce projet ici n'adressera pas ça parce que on n'augmente pas la capacité de l'usine, c'est vraiment juste pour traiter des questions d'odeur, traiter des questions de la capacité par rapport au débit, mais non le débit qui rentre d'un coup rapide, mais non la capacité totale de l'usage. Donc, ça serait à regarder dans les prochaines phases où ce que nous allons agrandir, quand nous allons pouvoir agrandir l'usine. Parce qu'il y a des revenus très significatifs qui pourraient être à la municipalité si les gens qui font la collecte justement des... S'ils viennent chez nous? Pardon? S'ils viennent chez nous? Oui, absolument. Mais comme on a autant de champs septiques dans la cité qu'il y a de unités d'égout. Je suis d'accord avec vous, mais j'entends parler où c'est mis, c'est... Pardon? J'entends parler où c'est déposé comme c'est là, c'est...
ordures-là. À la ville d'Ottawa. Ouais, pas toutes. Monsieur Lalonde? Oui, le contrat a été donné le 7 décembre l'année passée. Et puis, est-ce qu'on a eu un rapport à date depuis pas l'année passée, en 2015? Y a-t-il un rapport qui a été donné depuis? Bien, ce qui arrive, vous parlez pour Harvey Anderson? Oui. Ouais, ce qui arrive, c'est que, oui, ils ont travaillé sur des plans. Ils ont travaillé sur la partie qui était, originalement, là, c'était le projet initial, avant qu'on retourne au budget 2018 puis qu'on augmente le scope des travaux. Donc, ils ont produit des plans qui sont préliminaires. Par contre, pour pouvoir terminer, il y avait besoin d'avoir de nouveaux mandats pour inclure le Equalization Tank dans le projet. Donc, les plans ne sont pas, et les documents ne sont pas terminés en jour. Donc, c'est la raison pour laquelle on augmente le contrat. Ce que j'accepte pas trop, là, c'est qu'il y a 400 000 $ de plus que la résolution. Quand on a donné le contrat, là, il était à 498 et non 525. J'ai les minutes du mois de décembre 2015 ici. Et puis, il y a eu 2 autres compagnies qui étaient tout près, comme WSP à 518 000, puis Chem 2M, qui rencontrait aussi tous les critères, était à 508 000. Et puis là, on s'en vient d'abord, ils demandent 400 000 $ pour compléter le rapport. Moi, j'ai de la misère, j'ai de la difficulté à accepter ça. Ça, c'est en 2015. Oui. Ouais, mais là, c'est 3 ans plus tard. Là. On n'est pas mieux de retourner aux soumissions? Donc, M. le maire, la raison pour laquelle on demande d'aller avec Harvey Anderson est parce qu'ils sont déjà tellement impliqués que d'aller retourner en soumission puis aller avec un autre film coûterait beaucoup plus cher à ce moment-ci dans le processus on est rendu dans le processus. On dit ça beaucoup plus cher, puis ils nous ont jamais soumis de rapport à date. Ça fait 3 ans. Parce ça fait 2 ils ans. n'ont pas pu parce qu'on n'a jamais avancé le projet assez loin pour qu'ils puissent le faire sur ce montant-là qui avait déjà été approuvé, le 400 ou le 525 000. Il n'y en a pas beaucoup qui a déjà été dépensé sur le projet. Mais je pense qu'on est trop bon avec ça, c'est qu'actuellement 400 000 $ de plus. Tu vas dire qu'on a apporté des modifications, des changements, mais est-ce qu'on a eu un rapport de ce qui était fait à date? Aucun? Non. Bon, ben, moi, je ne sais pas, là, les 2 autres compagnies, je les ai ici, qui avaient été soumis en 2015. Oui, monsieur le mandat n'était pas de nous fournir un rapport, par contre, c'est de nous fournir des plans et de devis. Ils ont déjà fourni du travail, des plans préliminaires. J'accepte pas ça par tout. Ils ont déjà fait beaucoup de consultations avec les employés de la ville et avec les autres. Qui nous donnent le rapport à date. Il avait été embauché à 498 000 $ et non 525. Mais là, c'est une différence de 27 000. Mais là, il en demande 400 000 de plus. On est 3 ans et demi plus tard. Ben oui, mais nous autres, on les a embauchés de préparer le rapport. Est-ce que le projet, on ne l'a pas eu encore. Puis là, il y a des modifications. Ils nous demandent 400 000 de plus. Est-ce que le projet a grossi? Ben oui, on est allé de 5 millions à 7 millions additionnels. Donc, initialement, le projet était d'une valeur de 5,4 millions. Là, on est rendu à 12 millions. À 12 millions. Donc, c'est la raison pour laquelle que leur montant a augmenté. C'est justement ça qui me fâche pas mal. On l'avait analysé quand on a préparé le budget. Vous avez répondu qu'il y avait 2 millions de plus d'ouvrages. De 4 millions, 4,7, je ne me trompe pas qui était. Et puis 2 millions, ça fait 6,7. Ça ne fait pas 12 millions, ça. Non, on avait un budget initial de 5 millions. 5? Comme au budget, on avait présenté un rapport qui démontrait qu'on avait un budget initial de 5,5 millions, je ne sais plus exactement le montant, puis qu'on avait besoin d'un 7 millions additionnel pour pouvoir, pour la question de la Equalization Tank, rajouter l'Equalization Tank, les services d'ingénierie qui avaient été identifiés additionnels, qui étaient approuvés au budget, et les questions de le force main avait besoin d'être tourné. Il y avait plusieurs facteurs qui faisaient en sorte qu'on augmentait
5,5 millions à 12,5 Il est millions. ici. Quand on l'a approuvé, là, c'est 5 millions juste, je l'ai ici. Mais ça, c'était Avec un- tous les détails. Mais ça, le premier 5 millions, c'était uniquement pour le screening. Ça, c'était le screening, c'était en 2004. Ça, Screening, concrete slab, Mais là, on en fait plus que ça. Là. En 2018, vous avez prouvé un 7 twin millions. force main, engineering contingence. C'est tout là. Mais pas l'equalization chamber. que vous C'est avez- pour ça qu'il disait que t'as 2 millions de plus, celle-là. Non, on est rendu 7 millions de plus. Pour faire 2 millions de plus. Ton equalization tank est bien proche de 3 millions de plus. Ben, vous aviez 2 millions quelque chose quand on a 2 préparé millions le 8. budget. Non, mais ça, l'equalization tank, c'était ajouté, ça. Faut pas oublier là, que quand on l'a mis en 2015, là, le screening, on l'avait sous-estimé de beaucoup, puis on a pris toutes ces années-là pour le faire. Fait que c'est certain que le prix a monté aussi. Fait que ton 5 millions original, là, il n'est plus dans le ballpark pantoute. On est rendu à 12 millions. C'est Oui, pour ça que le rendu à prix- 12 millions. C'est pour ça que le prix de l'ingénierie a monté. La même firme d'ingénieur qui arrive avec un estimé de 5 millions, puis après ça, la même firme revient avec 12 millions 586 Mais 000. on ne fait pas les mêmes choses, Jean-Marc. On a ajouté. Le projet est plus gros. Combien est-ce qu'on a rajouté? 7 millions. Ben, c'est pas ça pantoute qu'on nous a été Le dit. premier projet était 7 On a- millions. Là, d'après le prix, c'est 7 millions, mais c'est à peu près 2 millions quelque chose qui était ajouté. Non, non, mais la equalization tank seulement. Ça, c'est Les le deux- rapport qu'on vient d'avoir au Oui, produit. celle-là est 2,8 millions de plus. Je regarde le rapport initial. Ça, on l'a rien que rajouté, puis peut-être une couple de mois avant de demander la subvention à la province. Et on vient d'avoir. M. Lennart nous a donné les chiffres. On a passé de 5 millions à 12 millions. Oui. Mais c'est pour ça que l'ingénierie monte. Parce qu'il y a bien plus d'ouvrages à faire. Le projet est plus gros. Parce que là, on a ajouté c'est la tank, les reparages de force main twinning, il faut de ça. Avant, c'était juste le screening qu'on faisait. C'est ça. Yes, Mme Collier. Mr. Darch, je pense que c'est juin, donne un rapport qui explique tout l'échange qui est nécessaire pour additionner le 7 millions. Si vous voulez l'office demain, vous me montrez les charges, monsieur. Oui, je vais voir parce que j'ai tous les documents que j'en jette pas depuis qu'après. Mais Jean-Marc, n'oublie pas, tu as une contingence là-dessus de 2,1 millions sur ton 12,5. Je viens de le dire. C'est quand même, ça donne ton wiggle room. Là. Monsieur Verlinguet. Est-ce que ça, c'est le représentant de Hervé Ardecible avec vous? Ça c'est... Non, non, attends. Si, je veux juste clarifier, c'est écrit que le 898 000 est pour les services d'études et conception, inspection, direction de travaux de construction et la mise en place pour tous les travaux associés. Alors, c'est pas juste conception de dessin, c'est comme un gestionnaire du projet. Il va être comme notre chargé de projet pour le projet jusqu'à la fin. Ça, c'est la firme Aqua qui vont être les gestionnaires de projet. Harvey Anderson, ce qu'ils vont faire, c'est le design, la conception. Pour ça, ils vont faire même, quand ils vont être mis en marche, donc ils vont faire je ne sais plus c'est quoi le terme là, pour dire ça, mais ils vont mettre comme le projet en marche. Ouais. Puis après ça, vu que Aqua, c'est nos opérateurs de l'usine comme tel, puis ils vont aussi être, si c'est accepté, le gestionnaire du projet, ils vont aussi avoir la formation en même temps pour comment utiliser les nouveaux équipements. Donc, c'est la raison pour laquelle... Nous, on n'aura pas besoin d'engager ou de mettre un chargé de projet en plus sur ça, c'est compris. Si vous approuvez la résolution telle quelle, Aqua va agir en tant de gestionnaire de projet. Dans le 898. Ça, c'est 100, non, Non, c'est 150 000. Ah, c'est l'autre 150 000, c'est pour à quoi? Mais eux autres vont faire, comme ça dit ici, service d'études, conception, inspection, direction de contrat et mise en service. Mais regardez la résolution du 7 décembre 2015. That a municipal council hereby award a contract to Harvey Anderson Associate Limited to provide design, contract administration, and commission services in the amount of $498 plus HST for pre-screening concrete slab repair pumping station number 1 upgrade and twinning of a force main work associated with sewage treatment facility. Je vois pas de différence. Sauf que M. le maire, en 2018, au budget 2018, on vous a informé
les lacunes dans ce budget-là. Donc, il y avait des lacunes dans le budget et aussi les nouveaux, l'Equalization Tank qui venait aussi se rajouter à ce projet-là, qui égalait 7 millions de dollars. Donc, le 4,5, le 5 millions de dollars dont vous faites référence, c'était en 2014. Depuis ce temps-là, nous avons présenté plusieurs rapports et nous avons été au budget 2018 qui démontrait l'augmentation et les services additionnels que nous étions pour obtenir. Donc, conseiller Lalonde fait référence à un rapport qui est antérieur, là, qui n'a plus vraiment de il est désuet. Il n'y a plus vraiment de... Demain, vous pouvez montrer à M. Lalonde où les ajouts ont été faits. Bien, je le dis ici, 2,8 millions. Ben, vous ça, c'est pour les Equalization Tank. Il n'y a pas rien que les Equalization. Non, il y avait du 4,5 pour 5 millions. 2,8 pour les Equalization. Oui, mais du 5 millions original en 2014, il y avait eu des mises à jour au coût unitaire de certaines choses. Donc, c'est allé de 5,5 ou 4,5, je ne sais plus exactement, en 2014. Il y a eu un ajustement sur le mandat existant. Puis en plus de ça, nous avons rajouté sur le mandat. Donc, le 2,8 millions pour l'Equalization Tank, c'est seulement pour l'Equalization Tank, mais il y a d'autres choses aussi qui se sont rajoutées là, suite à ça. Il y avait des sols, puis... OK, c'est bon, parfait. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Amendement du règlement de zonage 2160 de Laval. M. Levert? Que le comité plénière recommande au Conseil d'approuver l'amendement au règlement de zonage 2016-10 dans le but de changer le zonage de la propriété au 2160 rue Laval de zone polyvalente de village à zone polyvalente de village exception 1, VM1, tel que recommandé par le comité d'aménagement. Secondé. Mme Simard, question? Tout le monde en faveur? Merci. Location du terrain, parc de chien sans laisse. M. Zant. Le comité plénière recommande au conseil municipal d'adopter un règlement pour autoriser le maire et la greffière à signer l'entente entre la cité de Clarence-Franklin et Brégiel 3223700 Canada Inc. pour la location du terrain situé au 1452 chemin de Port, tel que recommandé. Secondé. M. Berlinguette, question? Oui. Question? C'est combien le loyer? Zéro. Ah, OK. On ne peut pas l'avoir moins cher que ça. OK, merci. C'est un cadeau, c'est un cadeau qui nous fait. OK, parfait. Mais ils peuvent reprendre la possession du terrain n'importe quand qu'ils veulent. Oui. Il est très, très utilisé. Gone to the dogs. Oui, et ça, il faut que je dise, il y a tout le temps quelqu'un là. Même Levert. Tout le monde en parle. Trop facile, je trop facile. Budget de garderie, M. Lalonde. On l'a passé. Oui, Non, c'est un Non, autre. c'est un autre. Ça, c'est juste un... C'est que le rapport soit accepté. Ouais. Mais moi, Que le rapport numéro 2018-0407 soit reçu à titre d'information. Secondé. Mme Simard. Question. ouais, mais moi, dans e-scribe, il n'y a pas de chiffre dans le tableau. Lequel C'est toi qui m'as Le écrit. tableau qui est affiché avec. C'est ça? So, currently, we only have numbers available for March in the system. And without comparative months is difficult. The numbers for January and February are being manually entered into our accounting system. And on occasion, Mr. Denoyer seems like a superhero. There are limits, and he wasn't ready to do a 3-month report. So I said, let's produce a template so you can see what it's going to look like. And next month, you'll have the data for the 3, maybe 4 months. Couldn't Mr. Keogh do this? Ouais. Mme Collier? Couldn't Mr. Keogh do this? Oh, sorry. It's hard for him to do work when he's not in the room. Tout le monde en faveur? You just got voted up, yeah. Do we have a registered vote, Mr. Octroi pour l'achat et l'installation des lumières de rue. M. Lalonde. Oui, absolument. D'ailleurs, le pauvre. Non. Jusqu'à pour j'attendre après à Iscrap. Et le comité plénière recommande que le Conseil adopte un règlement pour autoriser la signature d'un contrat avec
Wilvin International Corporation pour l'achat de nouvelles lampadaires de rue BEL pour une somme de 242 823 et 15 sous, excluant TVH, et que le comité plénière recommande que le Conseil adopte un règlement pour autoriser la signature d'un contrat avec Conseil Limited pour effectuer les travaux d'installation de nouveaux lampadaires de rue BEL pour une somme de 197 232 $, excluant la TVH. M. Gaudin. M. Berlinguet, question. M. Lano. Monsieur le maire, j'ai envoyé un courriel à Mme Collier la semaine dernière également, quand on a eu le rapport. Étant donné qu'on a une économie d'échelle sur ce projet-là, puis qu'on n'aura pas besoin de mettre aucune chose sur la dette, ce qui est des très bonnes nouvelles, je me demandais voir si c'était possible de... la première année, on avait changé les lumières dans l'aréna à Clarence Creek avec le même projet. Je me demandais voir si on pouvait regarder à la possibilité de changer nos lumières dans les parcs. C'est essentiellement la même technologie, essentiellement les mêmes équipements qui seraient requis pour les lumières de rue. Fait que je me demandais voir si on pourrait avoir à rajouter ça sur le projet pour avancer encore davantage. Est-ce qu'on parle d'un gros montant? Monsieur Lenhart, pour Ben, Monsieur le maire, ce qui arrive dans le fond, c'est que ça semble être la même chose, là, juste une remplacée de lumière. Par contre, il y a quand même une différence, une grosse différence entre les lumières de rue et les lumières dans un parc et dans un stationnement. En ce moment, on prévoit avoir une grande économie de masse avec les lumières de rue. Par contre, si on rajoute des lumières de parc et de stationnement, on ne va pas avoir la même économie de masse parce que toutes les lumières de parc et de stationnement, ils doivent toutes être analysées différemment, toutes individuellement, puis ils requièrent souvent toutes des différents accessoires. Donc, exemple, des blinders, des affaires de ce genre-là, à cause de la proximité des cours privés. Puis dans les lumières de rue, là, évidemment, tu n'as pas ces contraintes-là. Donc, typiquement, les municipalités ils font ça sur deux phases. La première phase, c'est les lumières de rue, puis la deuxième phase, c'est les lumières là, dans les parcs et les stations. Donc, on serait mieux d'attendre de faire ça. Non, je regarde, on a une économie, je vais poser la question, puis tu sais, on décide. Oui, monsieur Lano. Je regardais, on parle de ces deux contrats, un pour les installer puis l'autre les achats. Oui. Mais est-ce qu'on remplace les poteaux qui sont brisés sur la rue Laurier? Monsieur le maire, c'est pas pour les lumières sur la rue Laurier. Les lumières sur la rue Laurier vont être adressées dans la revitalisation de la rue Laurier. C'est des projets complètement séparés. Donc, il n'y a aucune lumière de la rue Laurier qui va être adressée dans ce projet-là. Même ceux qui ne sont pas les lampadaires... Ils sont des lampadaires et des lumières décoratives, donc ils ne sont pas les mêmes types de lumières que nous, on... Mais les autres qui ne sont pas décoratifs? Les autres qui ne le sont pas, oui, ils vont être remplacés. OK, merci. L'autre question que j'en ai trois. Lorsqu'on a demandé pour les installer, la compagnie qui fait les réparations, qui remplace comme c'est là, est-ce qu'elle a été invitée? C'est celle de Ventricle. Spro. C'était une compétition. Là, toutes les compagnies ont été invitées. Sont invitées, Spro, par exemple? Ben, on n'a pas invité personne spécifiquement. C'est le processus compétitif là, donc à travers de Merckx, puis où c'est les gens... Tout le temps avoir que les gens de notre région aient la chance de vider. La compagnie, oui. La compagnie Terraflex, elle est dans la région aussi. Oui, donc, OK, merci. La dernière question, M. le maire. Moi, j'ai regardé tout partout dans le budget. Je le vois pour 2019. C'est-tu possible? On l'avait l'année passée, on ne l'a pas fait. Puis là, cette année, il me semble... Ça, c'est un projet capital, ça? Oui. Bon, ben, ça va être emprunté. Même pas. Oui, mais d'habitude, dans le budget, pareil. On n'a pas besoin de faire l'emprunt pour celle-là, absolument. Ouais. C'est un projet qui est en work in progress, donc il n'a pas été présenté comme un nouveau projet capital en 2018. Il ne faut pas le présenter, même si on n'a pas été dans tous les projets qui sont en work in progress. OK, parce que si je ne me trompe pas, j'ai écrit ça ici, là, mais si je ne me trompe pas, qui est budgété pour 2019. Non, on l'avait eu en 2017.
On l'avait eu en 2017 parce qu'on a fait l'aréna à Clarence Creek avec ce même montant-là de 800 000. On avait 800 000. Puis le restant, ben, c'est ce que vous avez en avant présentement. OK. Tout le monde a pas peur? Merci. Service de protection, rapport du mois. Je suis le vert. Que le rapport numéro 2018-009 au sujet des statistiques mensuelles soit reçu à titre d'information. C'est trop court, ça. Il commence à être fatigué. Madame, secondaire, Madame Simard, question? I just want to thank you. I really enjoyed reading your reports. Yeah, thank you very much. And hopefully with all the visits you guys make to the houses, the stats will be for fires and stuff like that will go down even more. So. Oui. Autre item, est-ce que vous avez des questions pour les directeurs? Monsieur Zan? Monsieur Lenhart, c'est vrai qu'il y a eu une brise de water main, comment on dit ça en français? Sur le garrot récemment. Je pense que c'était la troisième durant 3 ans. Je sais que c'est sûr qu'on ne va pas aider le fait que ça brise. Mais aucun des citoyens n'a été avisé que l'eau serait fermée. Okay. Et en passant, je voyais un gars avec une pelle qui attendait. Peut-être que ce gars-là, avec la pelle, pourrait passer porte à porte pour au moins annoncer que l'eau est fermée. Dans la cité d'Ottawa, je crois qu'ils ont fait faire des postcards. Oui. Ils disaient, we apologize that your water will be shut off. Please visit the website for further blah, blah, blah. Il y a des gens qui vont cogner, ils laissent ça sur la porte. Au moins, faire quelque chose en fait de communication quand que l'eau est fermée. Parce que je suis sûr que c'est ridicule. Il y avait une personne, c'est sûr que quand ça arrive, dans le milieu d'une douche. Ouais, mais. C'est comme. Là, c'est juste pour faire sûr qu'une communication suit toujours quand quelque chose arrive pour une brisure d'eau. Un brisure de tuyau. C'est tout, monsieur Lalonde? Oui, merci. Monsieur Lalonde? Juste un commentaire sur les événements qu'on a vécu dans les 2 dernières journées. Je pense que la réponse de la ville a été plus qu'adéquate. La seule chose que ça l'a montré un peu notre faiblesse qu'on a avec avoir un centre de refuge qui est autonome. Puis je pense que le rapport pour la génératrice, pour l'aréna à Clarence Creek, il faut que ça avance le plus vite possible parce que là, on a déjà eu deux incidents l'année passée avec les inondations, cette année avec le verglas. Je pense que le message est ça, puis le garage municipal aussi. Là, quand je vois les gars qui sont avec des petites génératrices pour ouvrir les portes de garage puis pomper le fioul, là, je pense qu'il faut s'outiller le plus rapidement possible pour faire face à ces éventualités. Totalement d'accord, M. Levert. Oui, juste pour la mise à jour des fermetures temporaires des chemins qu'on vient d'avoir, là, ça dit tous les chemins qui sont réouverts, les chemins Rolin, etc., chemin Woodrow, Johnson. Et puis, on nous parle des chemins Champlain à Bourgette, la rue Saint-Jean à Rockland, qui sont des chemins de comté. Mais on ne nous parle pas du chemin Joannis, ce qui est ouvert ou ce qui reste ouvert ou ce qui est fermé. On ne nous parle pas du chemin Champlain, Joannis du tout. Et c'est évidemment un chemin de comté. Si je me trompe. On va te faire une liste pour les chemins de comté qu'on s'était coupés. J'ai déjà fait une plainte au comté ce matin. Non, je sais. Non, mais c'est parce qu'on vient d'avoir ça. Oui. Fait que moi, je me demande vraiment, est-ce que le chemin Joannis est ouvert? L'affaire, c'est pour informer le comté, parce que les autres qui déclarent qu'il est ouvert ou qu'il est fermé. Mm-hmm. Je sais sur Facebook, il y avait du monde qui demandait aujourd'hui si Joannis était ouvert. Mais il ne faut pas demander d'aller trop vite, c'est le comté. Aussi, on va avoir une réunion spéciale le 30 avril pour les casernes et pour le système d'eau pour fournir Limoges. Monsieur Lalonde. Ma dernière question. La dernière réunion, j'ai soulevé le nombre de lumières qui avaient brûlé. Il y en a 10 à la rue principale, s'il n'y en a pas eu d'autres. Il y en a un peu partout. Il y en a une au point qui a beaucoup de trafic, au point d'Héritage et puis Sylvain. Ça doit faire 3-4 mois que vous brûlé. Quand est-ce qu'on planifie de changer ces lumières-là, M. Lalonde? Je pense que c'est où?
Donc, une fois que le projet de l'ED est approuvé là, à la prochaine réunion, officiellement approuvé à la prochaine réunion, en temps de 6 semaines, les entrepreneurs vont commencer et vont remplacer la majorité des clients. Y a-t-il quelqu'un qui va faire le tour pour toutes les prendre, les adresses? Je sais qu'il y en a une dans rue Chamberlain depuis longtemps. Ils vont tous être remplacés. Ils vont tous être remplacés. Ils vont commencer dans dans le projet. Je te soumets à la table. Ah, si, c'est ça? Ouais. Je te soumets à la table. J'ai une réponse. Merci. OK. OK, c'est tout. C'est bien. Ajournement 10h31, on n'est pas pire.